Dans cette nouvelle partie, dans cette dernière partie, je vous propose que l'on explore ensemble le parcours de Candace Owens. Et je suis persuadé que même vous, expert en Candace Owens, vous êtes forcément un expert en Candace Owens, vous êtes son avocat, oui ou non. Que vous allez découvrir des nouvelles choses sur son parcours. Vous allez voir, on va sortir de la fiche Wikipédia. Est-ce que vous êtes prêts, cher maître? Je suis accroché à mon fauteuil. Je vais en profiter, mais tout en gardant une oreille là-dessus. J'ai un problème technique depuis tout à l'heure. J'ai beaucoup de coupures, de micro-coupures d'Internet. Donc je vais redémarrer tout mon matériel. Mais rassurez-vous, je garde une oreille, j'entends tout ce que vous dites. On se retrouve dans quelques minutes. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, pendant que Maître Eolas se reconnecte, on va étudier ce parcours qui n'est pas forcément typique. Donc, je vous ai dit que Candace Owens est quelqu'un qui vient, et je pense que c'est pas du tout une critique, c'est un fil conducteur à son histoire. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu relativement modeste et qui a un énorme appétit à réussir. Et cet énorme appétit à réussir passe, contrairement à ce qu'elle disait c'est une opinion qui est ce qu'elle disait chez Tucker Carlson, expliquant que l'argent n'était pas son maître. Lorsqu'on regarde justement son parcours, on se pose des questions à ce niveau-là. Et donc, le parcours public de Candace Owens débute par un blog. Un blog, hein, c'était à l'époque où on faisait des blogs avant de faire des podcasts vidéo, Thomas. Et ce blog, il s'appelait Degree 180, degré 180. Et il faut que vous sachiez quelque chose, il faut que vous sachiez deux choses sur ce blog-là. Un, c'est un blog plutôt de gauche, fait par des jeunes. Donc, Candace Owens est la CEO et la PDG de cette compagnie parce que le truc est intéressant. En fait, le blog est une manière d'attirer du trafic sur Internet. L'idée de ce trafic d'Internet, c'est que derrière se cache une compagnie de marketing dont Candace Owens est la PDG. Donc vous voyez, c'est au tout début de sa carrière, Team 180. Donc elle a même sa biographie, très sympa. On voit qu'elle a changé d'adresse, de compte sur les réseaux sociaux. Mais donc, vous avez toute une série où elle se dit que, voilà, elle soutient, parce que vous allez voir ce qui est assez intéressant. Donc, nous sommes en 2015-2016, avant l'élection de Donald Trump, et elle soutient des causes écologistes, par exemple. On la voit ici espérer que d'ici 10 ans, il n'y aura plus ou il y aura moins de plastique, etc., etc. Et son site est très clairement anti-républicain. Quand, par exemple, elle écrit un jour un papier contre le Tea Party. Le Tea Party, c'est l'origine de MAGA. Hein, donc, vous voyez cet article-là en nous expliquant que le Tea Party, ce sont complètement des fous et que il est gouverné par le fou du conte de Alice au pays des merveilles. Et donc, elle attaque dans cet article non seulement le Tea Party, mais elle explique pourquoi et comment ce Tea Party ne peut pas survivre. En disant c'est terminé, parce que notre génération, elle a d'autres valeurs. Une des valeurs qu'elle va mettre en avant, par exemple, c'est sur la question de l'avortement. Et c'est intéressant. Attendez, je vérifie si j'ai des nouvelles. Non, Maître Eolas qui essaye toujours de se connecter. Je vérifie 2 secondes. Non, c'est bon de mon côté. Donc, elle explique que le droit à l'avortement ne devrait pas être décidé par le gouvernement. C'est un choix privé et c'est comme ça que ça doit être fait. Pourquoi je vous ai mis cet extrait en avant? Parce que aujourd'hui, elle s'est convertie au catholicisme et elle est dans une position complètement contraire. Elle est contre l'avortement.
elle fait partie, elle a fait récemment un pèlerinage à Chartres. Elle fait partie vraiment de ce groupe extrêmement conservatrice de la religion catholique. Donc, à ce moment-là, elle a cette position. Mais j'ai trouvé, en explorant grâce à des sites qui avaient archivé tout le contenu de 180 Degree, donc son premier blog, sa première revendication publique, ses premiers efforts publics, une partie où justement elle dit il y a un sujet qui devrait jamais nous intéresser. Il y a un sujet qui devrait jamais nous intéresser, c'est la sexualité et le genre des personnes. Regardez, c'est elle qui écrit ça, hein, en disant voilà, que vous soyez gay, transgenre, bi, straight, on n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire. Donc ça, c'est Candace Owens en 2015, où elle nous explique que de toute façon, sa génération, on n'en a rien à faire, c'est votre choix, ce n'est pas mon business, c'est votre choix, vous pouvez aller faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez, du moment que voilà, c'est privé, légal, etc., etc. J'imagine, elle ne le précise pas, mais vous voyez comment il y a eu ce changement chez elle. On va évidemment revenir sur ce changement. Et il y a même des articles sur son blog qui s'intéressent à Donald Trump, ou particulièrement à un aspect de Donald Trump. Donc vous avez ce genre d'articles qui sont publiés où on se demande, donc c'est le blog dont elle est la rédactrice en chef, elle est la CEO de ce groupe-là, donc la PDG de ce groupe-là, où on se demande si Donald Trump a en fait un petit pénis. L'idée est évidemment, l'idée est de créer du trafic. Encore une fois, je vous le dis, du trafic sur les réseaux sociaux, de la reprise, mais aussi du trafic Google vers son agence de marketing. Tout ça, c'est sa vitrine pour aller vers son agence de marketing. Là-dessus, on est en plein dans les années de la naissance de ce qu'on appelle le cyberharcèlement, et entre autres dans l'univers du jeu vidéo. Et du côté de Candace Owens, on se dit il y a une opportunité là-dessus, et elle va lancer une nouvelle compagnie qui s'appelle Social Anatomy. Social Anatomy, c'est sa volonté de créer une base de données disponible sur les réseaux sociaux où seraient rassemblés, au nom de la liberté d'expression, encore une fois, et en se moquant de la manière dont la droite américaine utilise le terme de liberté d'expression pour défendre que leur discours à eux. Aujourd'hui, elle utilise ce même terme-là. Mais donc, dans sa base de données, elle propose de dire, ben voilà, on va identifier tous les harceleurs, les cyberharceleurs sur les réseaux sociaux, et on va les mettre sur une base de données. Donc vous, lorsque vous êtes un employeur, ça vous permettra d'aller vérifier si la personne que vous souhaitez embaucher est quelqu'un qui fait du cyberharcèlement. Elle lance même un Kickstarter pour lancer sa boîte. Donc le Kickstarter, on va le voir dans quelques secondes. Vas-y Thomas, ça arrive, le voilà. Non, toujours pas, ça va arriver. Le voilà, donc vous la voyez, elle est derrière. C'est son équipe. Et vous remarquez une chose, c'est que ce Kickstarter est arrêté. Il a été arrêté par la compagnie de crowdfunding, alors qu'il n'avait levé que 4 000 $ sur les 75 000 qu'elle souhaitait lever. Donc c'est un échec. Et pourquoi il a été arrêté ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, il y a beaucoup d'associations qui justement se battaient contre le cyberharcèlement, sont revenues vers elle en disant, mais en fait, vous allez faire exactement pareil. Non seulement vous allez dox des personnes en donnant leur adresse publique, ce qui est terrible parce que ça va entraîner des dérapages, mais en plus de ça, en mettant ces gens qui cyberharcèlent en avant, vous allez créer de nouvelles vagues de cyberharcèlement. Et donc, au bout de quelques temps,
Kickstarter décide d'arrêter le projet, de suspendre le projet, et puis de l'arrêter de manière définitive. Et donc, le projet va s'arrêter là. Et c'est vraiment le projet, hein, vous l'avez vu, elle se présente comme la CEO, donc la PDG de ce projet-là. C'est elle qui va créer le premier, donc le Kickstarter. Et on dit que voilà, elle va participer à un TED Talk sur ce sujet-là. Donc, ça va nous permettre d'avoir la publicité. On a besoin de ces 75 000 $ pour lancer une version encore plus élaborée de notre base de données qui va donner les noms. Justement, et du coup, c'est un échec. C'est un échec. Son agence de marketing avec son blog est un échec aussi. Et entre-temps, Donald Trump est élu. Et l'élection de Donald Trump, il faut se rappeler du contexte de cette élection en 2016, alors qu'on pensait à une victoire de Hillary Clinton. C'est une révolution à tous les sens. C'est un réalignement. Chaque fois qu'il y a quelque chose de fort, de violent, il y a un réalignement. Et donc, c'est un réalignement culturel. Et pour Candace Owens, c'est également un réalignement. Elle sort de 2 échecs, qui sont des échecs financiers aussi. Dans ces mêmes années-là, elle est poursuivie par son propriétaire pour refus de payer son loyer. Et donc, il y a une opportunité qui s'offre à elle, et cette opportunité, elle va la chroniquer via sa première chaîne YouTube qui s'appelle Red Pill Black, la pilule rouge. Donc, on en revient déjà à cette idée de Matrix, où elle va raconter comme on rentre en religion, sa conversion de la gauche américaine à la droite américaine. C'est ce qui va lui offrir sa première chance à la célébrité. C'est cette conversion de la gauche vers la droite. Je ne vais pas juger ici de la sincérité des opinions ou de l'opportunisme de Candace Owens, mais ce que je remarque, c'est que le lancement de Red Pill Black est accompagné de son recrutement par Charlie Kirk. Charlie Kirk, on l'a vu, c'est lui qui, depuis 2016, préside Turning Point. Et Turning Point, c'est d'aller convaincre la jeunesse américaine sur les campus du fait de arrêter de penser, parce que la jeunesse étant historiquement de gauche aux États-Unis, d'arrêter d'être de gauche et de rentrer dans le camp MAGA, d'arrêter leurs études. Il encourage très, très fréquemment les jeunes Américains à arrêter leurs études. Et Charlie Kirk voit en Candace Owens une opportunité extraordinaire. L'opportunité extraordinaire, c'est que, 1, c'est une femme, 2, c'est quelque chose qui est assumé, y compris par Candace Owens, elle est mignonne, et 3, elle est noire. Et la force du Parti démocrate depuis des années, on l'a vu en 2016, on l'a vu en 2020, on l'a vu en 2024, ce sont les jeunes femmes noires. Et il se dit, avec Candace Owens à son côté, il va pouvoir détourner cet électorat-là. Et donc, en même temps qu'elle lance Red Pill Black, elle commence à travailler pour Turning Point, qui va lui assurer une vitrine sans précédent. C'est grâce à Turning Point qu'elle va commencer à être invitée chez Tucker Carlson, qui à ce moment-là est un chroniqueur sur Fox News. Donc évidemment, c'est un cercle vertueux. Donc qui dit publicité, qui dit passage à Fox News dit plus de vues pour sa chaîne, dit plus de revenus, dit plus de partenariats. Et puis il y a cette collaboration qui se passe pas très très bien avec Turning Point, parce que c'est le moment où Turning Point va décider de partir du côté de la Grande-Bretagne.
Et là, on va voir, cher maître, vous allez apprécier ce moment-là, que en termes de communication, elle ne maîtrise pas forcément tout. C'est son premier voyage en Grande-Bretagne et on va lui poser une question sur le nationalisme et Adolf Hitler. Et vous allez voir sa réponse. Vas-y, Thomas. Yeah, I agree. I actually don't have any problems at all with the word nationalism. I think that it gets the definition gets poisoned by elitists that actually want globalism. Globalism is what I don't want. So when you think about whenever we say nationalism, the first thing people think about, in at least in America, is Hitler. You know, he was a National Socialist, but if Hitler just wanted to make Germany great and have things run well, okay, fine. The problem is that he had dreams outside of Germany. He wanted to globalize. He wanted everybody to be German, everybody to be speaking German, everybody to look a different way. That's not, to me, that's not nationalism. In thinking about how it could go bad down the line, I don't really have an issue with nationalism. I really don't. I think that it's okay. It's important to retain your country's identity and to make sure that what's happening here, which I think is incredibly worrisome in terms of the decrease in the birth rate that we're seeing in the UK, is what you kind of want to avoid. So I don't have I have no problems with nationalism. It's globalism that I try to avoid. Donc vous voyez, évidemment, ça fait les titres de l'époque. Elle précise, non, elle n'a pas de problème avec ce qu'a fait Hitler, du moment qu'il aurait gardé que ça en Allemagne. Si le problème d'Hitler, c'est qu'il a exporté son idée de vouloir faire que tout le monde parle l'allemand. C'est un résumé assez particulier, que tout le monde avait parlé de l'allemand dans le reste du monde. Vous en pensez quoi de cette intervention? C'est sa jeunesse, hein? Oui, mais je vais faire une remarque dans le chat justement sur le fait d'encourager aussi les jeunes Américains d'arrêter leurs études. Euh, Ça laisse songeur quand même au mouvement politique qui, voilà, merci Thomas d'afficher ça, un mouvement politique qui repose sur l'ignorance de ses militants. Et là, c'est exactement le cas. L'intelligence ne remplace pas la connaissance. L'intelligence est une faculté de retenir des informations, de s'en souvenir, de pouvoir les synthétiser, les comparer, raisonner avec. Mais si vous n'avez pas les bases, la connaissance, visiblement, elle ignore à peu près tout de Hitler. Elle sait que c'est quelqu'un qui a pas bonne réputation, euh, mais résumer le nazisme au nationalisme, parce qu'il y a le mot national dans national-socialiste, et dire que oui, enfin, le nationalisme, c'est pas un problème, dire ça en Europe, c'est c'est affligeant, c'est l'ignorance crânement assumée. Et je ne sais plus quel président américain avait répondu à quelqu'un qui trouvait que l'éducation coûtait très cher. Il avait répondu, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Malheureusement, les faits aujourd'hui lui donnent raison. Je crains que l'on paye très très cher cette ignorance qui est devenue à la mode. Et malgré mes problèmes techniques, j'ai pas perdu une miette de ce que vous avez dit. Faut aussi rappeler aux sentinelles qui nous écoutent, parce que tout le monde ne s'en souvient pas, qu'il n'y a pas que Candace Owen qui est passé de la gauche à la droite. Un certain Donald Trump aussi a commencé par être démocrate enregistré, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il se déclarait démocrate avant de passer du côté républicain. Alors évidemment, la frontière entre les deux partis est beaucoup plus poreuse aux États-Unis, mais c'est un mouvement qui m'inquiète, parce que c'est généralement comme pour les convertis au catholicisme, les nouveaux convertis sont les plus grands zélotes. J'espère, pour me rassurer, mais j'ai aucune garantie là-dessus, que le même mouvement de reflux aura lieu dans les prochaines années, quand ce ne sera plus à la mode d'être à l'extrême droite, et que des gens repasseront dans l'autre sens. Mais voilà, on a une parfaite illustration de ce à quoi cette ignorance assumée peut aboutir, à tenir des propos pareils, qui, pour des gens de ma génération, sont complètement inenvisageables, parce que on a connu
les anciens combattants. On a connu les survivants. Nos grands-parents pouvaient nous raconter ce que c'était que vivre sous l'occupation. On a eu dans nos écoles les interventions d'anciens survivants des camps qui nous racontaient la réalité de tout ça. Aujourd'hui, tout ça disparaît. Ça permet de tenir des discours pareils avec la meilleure bonne conscience du monde et sans comprendre ce qui ne va pas. Et je suis sûr que lorsque le public a réagi violemment, elle a mis ça sur le dos du wokisme. Non, bah, c'est exactement ça. Il existe. À l'époque, on était sur Periscope. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette app. Elle avait fait une 4-5 minutes sur Periscope en disant c'est pas moi, c'est les autres. C'est pour ça que je vous ai passé l'extrait intégral de sa déclaration parce que évidemment, elle avait dit que c'était un, le wokisme et deux, la presse de gauche qui avait déformé ses propos. Donc, je vous ai montré les propos. Mais résultat, pour Turning Point, utiliser Candace Owens de côté de l'Angleterre, c'est pas un voyage perdu parce que c'est en Angleterre qu'elle va rencontrer son futur mari, un millionnaire, le fils d'un lord, un millionnaire dont la fortune est estimée à près de 200 millions de dollars, qui va devenir le propriétaire de Parler. Gardez ça en tête, Parler, qui est un concurrent, qui a été un concurrent à Twitter. Justement, qui se voulait un petit peu comme les Truth Social aujourd'hui, le concurrent de l'extrême droite de Twitter. Gardez l'information en tête. Et donc, il faut trouver un nouveau programme à Candace Owens. La stratégie, d'abord, c'est de faire de l'entrisme au niveau des universités. Et elle va le faire par un moment. Elle va créer tout ce contenu viral où elle va sur des campus répondre à des jeunes étudiants de gauche qui ne sont pas vraiment capables de mener un argument et elle va les descendre sur des tas de questions sur le féminisme, sur le wokisme, sur l'histoire des États-Unis, etc., avec l'aplomb qu'elle utilise aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. L'élection présidentielle approche. On sait que du côté de Donald Trump, on va avoir besoin de l'électorat, une partie de l'électorat afro-américain. Jusqu'à présent, la stratégie était de dégoûter ces électeurs-là du camp adverse. Donc de dire, voilà, n'allez pas voter pour ce démocrate, n'allez pas voter pour moi, on savait que c'était trop dur. Donc on leur disait aux gens, il ne faut pas que vous votiez pour ce candidat et les gens n'allaient pas voter du tout. On encourageait l'abstention. Mais avec Candace Owens, Turning Point se lance dans une nouvelle stratégie. Évidemment, vous allez reconnaître le terme parce qu'il est inspiré de ce qui se passe en Grande-Bretagne, qui est le Blexit. B-E-B-L-E-X-I-T. Le Blexit, donc vous voyez, c'est elle qui se retrouve porte-parole de ce mouvement-là. C'est le Black Exit. C'est la sortie des Noirs américain du Parti démocrate. Elle est affichée comme fondateur. Le mouvement Blexit ne va pas vraiment fonctionner, mais par contre, le mouvement, la compagnie, le groupe Blexit, on va se rendre compte que derrière ça, il y a beaucoup d'argent, ce qu'on appelle du dark money. Dans ce dark money, on va retrouver Brad Parscale, qui était le responsable de la campagne de Donald Trump en 2016, de la campagne digitale, qui a reçu des centaines de millions de dollars. Et donc, on voit que ce groupe-là est piloté par des proches de Donald Trump et que les personnes qui sont à la tête de ce groupe-là bénéficient, c'est l'avantage de PAC, de salaires extrêmement confortable. Donc ça, c'est son étape. Ça ne fonctionne pas très bien, mais à ce moment-là, on vient lui faire une proposition en or via Ben Shapiro, qui est à ce moment-là le rédacteur en chef du Daily Wire. Le Daily Wire, c'est ce groupe de presse, on va dire, podcast et site internet de la droite extrême américaine et qui a l'intention, en tout cas l'intention affichée, de devenir le premier groupe de presse de droite américaine, en disant voilà, le modèle New York Times, Wall Street Journal, etc., n'a plus de sens, n'existe plus. Il faut partir sur autre chose. Et donc, eux aussi voient l'intérêt d'avoir Candace Owens,
qui en plus connaît les blogs, qui a su faire du contenu viral avec ses vidéos où elle va sur des campus américains. Et donc, elle est recrutée sur Daily Wire et ça fonctionne très bien. Elle a son émission. Dans un premier temps, elle n'est pas seule. Puis après, elle a une émission qu'elle anime tout seule où elle va apprendre l'art de parler, ce que moi, je ne sais pas faire, de parler face à une caméra. Et la deuxième étape, c'est qu'il va y avoir le 7 octobre. 7 octobre, on le sait, avec l'attaque du Hamas contre Israël. Et ça va marquer un tournant pour elle où elle va afficher de plus en plus son antisémitisme et cet antisémitisme va créer une scission au sein de Daily Wire, entre autres via Ben Shapiro, le CEO le cofondateur de Daily Wire, et elle va être virée. Et donc là, c'est le CEO qui annonce le départ de Candace Owens. Pourquoi c'est important? Regardez la date. On est le 22 mars 2024 et elle rebondit là-dessus en disant « Ça y est, je suis libre, je suis enfin libre, je vais pouvoir enfin créer mes formats » et elle invite tout le monde à venir la rejoindre sur candaceowens.com, gocandace.com. C'est un moment extrêmement important parce que les derniers vlogs, les derniers podcasts qu'elle a fait pour The Daily Wire étaient sur l'affaire Macron. Et historiquement, confirmé par Daily Wire, ces podcasts ont été le plus gros succès de l'histoire de Daily Wire. Et donc, quand elle part, elle a un plan B en tête. C'est de créer ce site et dans ce site, de se lancer sur cette série Becoming Bridget. Cette série, et c'est parti, c'est d'ailleurs un des points de la plainte, cette série, pour elle, c'est l'opportunité de réussir ailleurs alors qu'elle avait un contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars à Daily Wire et elle se retrouve du jour au lendemain sans rien. Et donc, de se dire, bah, tiens, ça a marché, ça a énormément marché sur Daily Wire, je vais lancer ma nouvelle chaîne, mon nouveau podcast sur ça. Alors, le nouveau podcast, soyons clairs, avant de retourner sur 2 ou 3 opérations financières qu'elle va mener en même temps, ce nouveau podcast, c'est extrêmement particulier. Parce que, et d'ailleurs on lui reproche, c'est un mélange de politique et de ce qu'elle appelle hot topic. Le hot topic, c'est évidemment tout ce qui est sujet people. Lorsque vous l'écoutez, lorsque vous allez voir ses émissions sur sa nouvelle chaîne, vous avez l'impression qu'elle se positionne comme une Oprah bis qui va résoudre vos problèmes de couple, vos problèmes familiaux, vos problèmes personnels, tout en étant antisémite. Hein. C'est vraiment le thème de toutes ces émissions. En tout cas, elle l'assume complètement. Et donc, vous avez ce mélange de genres. Et la meilleure manière d'illustrer ce mélange de genres sur son podcast, c'est les partenaires. Hein? Imaginez un petit peu la chose, c'est la prochaine pub de Maître Eolas. Vas-y Thomas, montre-nous les partenariats qu'elle lance sur sa chaîne. Voilà, elle fait aussi bien des émissions où elle va raconter que Emmanuel Macron fait partie d'une secte pédophile et sataniste, et en même temps, elle va tenter de vous vendre des produits pour des produits de beauté. Non, vraiment, elle a un partenariat. Donc, vous voyez, c'est sur son site, officiel, et elle donne des conseils beauté, des conseils santé, des conseils d'alimentation saine. Elle est opposée au féminisme. D'ailleurs, elle a ce slogan qu'elle a utilisé, on va revenir sur ce dossier-là, dans son livre, en disant, voilà, make him a sandwich. Fais-lui un sandwich, en expliquant que les femmes, le vrai féminisme, c'est que les femmes sont au service de l'homme. Et donc, voilà, que les femmes n'aiment pas, les vraies femmes n'aiment pas le féminisme. Et donc,
on revient à son partenariat parce que je trouvais que c'était quand même assez excellent. C'est assez étonnant lorsqu'on vous parle du côté des complotistes français, lorsqu'on vous parle de Candace Owens, on oublie de vous dire qu'elle vous vend aussi de la crème de la crème anti-rides. Mais c'est ce qu'elle fait. Hein, on va voir qu'elle a même son package à elle. Donc voilà, vous avez le code et vous pouvez acheter tous ces produits-là. Si ça vous intéresse, je sais que Bruno était dans le coin tout à l'heure. Donc voilà, vous avez les produits essentiels en prix d'entrée à 100, le Candace Bundle. Le lot Candace à 157 $. Et au-delà de ça, il y a aussi l'exploitation sur sa boutique de l'affaire Macron, qui est aussi au cœur de la plainte. Peut-être vous pouvez nous en parler en 2 secondes. Le fait qu'elle en retire un avantage financier. Donc vous connaissez peut-être, vous avez vu passer son tweet où elle pose avec ce t-shirt, cette fausse couverture de Time, homme de l'année, évidemment Brigitte Macron. C'est un t-shirt qu'elle va mettre en vente, qui va être épuisé quasi immédiatement. Ou alors, moi je pense que c'est plutôt ça la théorie, donc dans le document, dans la plainte, on dit que voilà, ça a été sell out immédiatement, c'est un sold out. Dans la réalité, je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle risquait copyright infringement et donc elle a retiré le premier modèle de la vente pour proposer ce deuxième. Vous voyez, on reconnaît le cadre de la une de Time, mais il n'y a plus écrit Time dessus, parce que évidemment, ce n'est pas sa marque à elle. Cette dimension, cher maître, du fait qu'elle profite financièrement de l'affaire Brigitte Macron, c'est quelque chose qui joue en sa défaveur, non? C'est typiquement le genre de choses qui sera retenu au moment de fixer les damages, c'est-à-dire les dommages et intérêts, la somme d'argent, puisque s'agissant d'une instance civile, c'est la seule chose que pourra prononcer le tribunal de Delaware si le jury reconnaît la diffamation. C'est le fait d'avoir intentionnellement propagé un mensonge pour en tirer un produit financier. Ce produit financier fait typiquement partie des dommages et intérêts cette évaluation pourra être retenue pour les dommages et intérêts qui seront versés aux plaignants, oui. Et ça contribue aussi à établir la mauvaise foi, c'est-à-dire le fait qu'elle sait que ces faits sont faux. Pourquoi le fait-elle? Pourquoi continue-t-elle à marteler des faits qui sont faux, ou alors avec un reckless disregard for the truth, avec ce mépris affiché pour la réalité? Parce qu'elle a un intérêt financier derrière. Donc le mobile, fournir un tel mobile est utile pour le jury qui n'en a pas forcément besoin pour juridiquement établir la diffamation, mais les jurys qui ne sont pas des juristes aux États-Unis, pas plus qu'en France, ils ont des instructions données par le juge pour les aider dans leur délibération, mais ils aiment bien, tous les avocats américains le savent, ils aiment bien avoir une histoire globale cohérente, comprendre pourquoi les personnes ont agi ainsi. Et donc la question du mobile, si juridiquement elle est peu intéressante, elle est très importante pour les avocats si on va jusqu'au procès pour convaincre le jury. Non, c'est un point, extrêmement important et qui effectivement nous revient sur ce premier point qui était mis en avant tout à l'heure par ce site qui expliquait pourquoi la plainte n'allait pas fonctionner en nous expliquant que c'était protégé avec l'arrêt Sullivan de 64. Et là, de dire, voilà, non seulement elle était au courant, on lui a envoyé tous les documents, elle a continué à dire publiquement que ces photos n'existaient pas et qu'en plus, en fait, tout son modèle économique repose, en tout cas une grosse partie de son modèle économique repose sur l'exploitation de ce mensonge en ayant les vraies informations derrière. Ça va être extrêmement difficile pour elle de s'en sortir de cet aspect-là. Et c'est pour moi aussi une des raisons qui fait... Je ne sais pas, évidemment, tout à l'heure, on voulait le repréciser en introduction de cette émission, on ne peut pas se placer ni à la place d'un juge, ni à la place du jury, évidemment. Et donc de savoir si oui ou non elle va devoir payer une énorme amende à la hauteur de ce que Alex Jones a été condamné à payer.
On n'en sait rien. Ouais. Mais sur le fond Ah. du dossier, c'est un dossier qui, du coup, j'imagine que vous rejoignez mon analyse, qui est assez imparable. Oui, on n'atteindra pas le milliard de dollars pour Alex Jones parce que les allégations ne sont pas du tout les mêmes, hein. Rappelons que Alex Jones, c'était au sujet d'une tuerie dans une école élémentaire où il affirmait que les parents avaient mis ça en scène et que les enfants n'avaient pas vraiment été tués. C'est allé très très loin quand même dans la malveillance. Mais en plus, oui, le fait de très cyniquement continuer à propager un mensonge et de vendre des produits qui propagent ce mensonge pour en tirer un bénéfice personnel, ça peut aussi aider, sur le plan du droit, à établir l'actual malice au point de justifier des dommages d'intérêt punitifs. Ce serait encore une fois vraiment un excellent résultat, donc pas le plus probable. C'est clairement l'objectif qui est affiché en tout cas par les avocats du couple Macron. Et puis, comme m'avait dit mon confrère, s'il y a un cabinet aux États-Unis qui peut obtenir ce résultat, c'est bien Clearlock. Je précise que je n'ai pas de part chez Clearlock, je ne suis pas actionnaire malheureusement pour moi de ce cabinet, mais force est de reconnaître qu'ils ont cette réputation et donc voilà, s'il y en a qui peuvent y arriver, c'est eux. Exactement. Je suis aussi d'accord sur cette réputation. Allez simplement sur Google et tapez le nom du cabinet et regardez Mm. leur average, leur moyenne à la batte, et vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Le Oui, cabinet c'est-à-dire est que Trump nous avait pas habitués à nous montrer des avocats compétents, donc on avait un peu oublié qu'ils existaient, mais si, il y en a et ils sont redoutables. donc vous confirmez qu'il n'y a pas Alina Abba dans le coin. Non, d'ailleurs, puisqu'on parle de Trump, lui aussi a été condamné pour diffamation, donc voilà, ça arrive, y Bien sûr, compris bien sûr, bien sûr, aux bien plus sûr. puissants. Donc oui, on perd des procès en diffamation aux États-Unis. Il faut arrêter de croire, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en Europe et en tout cas en France, que le premier amendement donnerait une liberté d'expression. Loin de là, les États-Unis ont été un exemple de protection que l'Europe, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a suivi avec la Convention européenne des droits de l'homme. Et il est certain qu'il y a des concepts juridiques qui ont été créés aux États-Unis, qui ont été adoptés par l'Europe parce que on s'est rendu compte que ça marchait et que une société peut survivre en protégeant des discours qui choquent et qui dérangent. C'était un moindre mal que de les interdire. Donc ça, on a adopté, et c'est très bien quand en Europe on adopte le meilleur des États-Unis, mais oui, on perd des procès en diffamation aux États-Unis, absolument. Alors tout à l'heure, vous parliez justement de bénéfices personnels. Je vous ai montré cette interview, ce montage de cette interview chez Tucker Carlson, où elle expliquait que l'argent n'était pas son maître, peut-être, mais en tout cas dans la dernière partie de ce dernier dossier, on va justement voir que si l'argent n'est pas son maître, l'argent est important. À tout de suite. Alors, on a vu le parcours de Candace Owens, et qui va trouver le passage de la gauche, où elle a essayé plusieurs projets sans succès. Elle va enfin connaître ce succès non seulement médiatique, de reconnaissance et succès financier en rejoignant le camp de Trump. Ça correspond aux années du grift, hein, ce qu'on appelle le grift. Ce sont des exemples qu'on traite souvent dans Maintenant ou dans La Chute. C'est cette manière, et Trump est le maître du grift, hein, de vous vendre tout et n'importe quoi à ses supporters. Et elle s'inscrit forcément dans ce monde-là. Et je vais vous donner 3 exemples de grift que, évidemment, lorsqu'en France, on vous dit « Oui, mais regardez, Candace Owens aux États-Unis, la journaliste Candace Owens aux États-Unis vous explique que Brigitte Macron est un homme », on oublie de les citer ou on les ignore. Donc je me suis dit, ça serait pas mal d'en parler. On va en parler de Trump qui s'enrichit largement dans le monde de la crypto-monnaie.
Et vous allez voir que Candace Owens a essayé aussi de s'enrichir dans ce monde-là en soutenant un crypto, un coin, je ne sais même pas comment on appelle ça. Elle a été une des personnes qui a essayé de vendre le FJB, le Joe Biden, donc dans le Let's Go Brandon. Donc ça, c'est le site. Elle n'était pas le seul impliqué dans cette aventure-là. Il y avait parmi les supporters de ce groupe-là, regardez comme le monde est petit, on retrouve Donald Trump Jr. Il y avait aussi le gouverneur de DeSantis. Je crois que c'était la seule fois où ils étaient ensemble. Et donc, évidemment, lorsque je vous parle d'affaires autour de FJB, elle a utilisé son audience Twitter pour mettre en avant justement le coin. Je pensais avoir mis des illustrations, tout ça. J'ai dû me tromper de dossier, Thomas, où elle fait la pub sur son compte Twitter. Et évidemment, lorsque je vous dis que tout ce que touche Donald Trump meurt, ça marche presque pour Candace Owens. Parce que comment ça s'est terminé, cher maître, vous allez apprécier la chose. Boum! Elle s'est retrouvée poursuivie devant les tribunaux en Floride dans le cadre d'une class action lawsuit pour justement, regardez, je suis allé vous récupérer sur Pacer, je suis allé vous récupérer la plainte. Vous voyez, elle a été accusée d'avoir participé à cette arnaque parce que évidemment, c'était une arnaque qui est détaillée dans la plainte. Où sa participation à ce schéma a permis de faire monter artificiellement le prix. Les gens se précipitaient parce qu'on leur disait « Moi, Candace Owens, je vous incite à aller acheter ce coin, ça va être énorme, ça va être énorme. » Et évidemment, dès que le prix montait, les personnes qui étaient à l'origine, non Candace Owens, revendaient leur quantité. C'est le dump. Et à partir de là, des gens ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. La plupart de ces plaintes terminées, j'utilise le passé, terminées dans une section du gouvernement américain qui s'occupait de tout ça. Une des premières décisions de Donald Trump a été de supprimer cette section et généralement, toutes ces plaintes, du coup, n'ont pas abouti. Donc ça, c'en était une, mais bon, il y a d'autres projets. Elle n'était pas que dans les cryptos, elle était aussi dans la téléphonie. Et il y a 2 ans, Candace Owens a fait la promotion du Freedom Phone. Forcément, le téléphone de la liberté. On voit que pour le coup, elle a eu de l'avance sur Donald Trump, qui lui a présenté, ses fils ont présenté le Trump Phone il y a quelques mois. Donc voilà, le Freedom Phone. Vous voyez, elle avait la possibilité de faire du FaceTime. Non, je rigole. C'est juste une vidéo sur son site internet où pendant 4 minutes, elle nous expliquait pourquoi il fallait acheter ce téléphone-là. C'était une manière de lutter contre les grands méchants de Big Tech et donc de lutter contre Apple et Google. Elle nous explique ça sur un tweet, un très bon tweet, vous allez voir, il est là, hein, elle explique qu'elle fait ce partenariat et on voit qu'il a été posté à partir d'un iPhone. Son tweet pour expliquer qu'elle n'utilisera pas l'iPhone, c'est parce qu'en vérité, le téléphone n'a jamais été livré. Donc forcément, c'était difficile de tweeter à partir d'un téléphone non livré qui pourtant était vendu au prix modeste de $500. Donc, c'est un téléphone qui vous promettait justement la liberté de ne pas être traqué, etc., etc. Un téléphone révolutionnaire qui vous proposait, vous allez voir, le monde est petit, de pouvoir aller discuter, si tu peux retourner sur la photo et zoomer dedans, sur une app pour remplacer Twitter. C'était Parler. Parler qui appartenait au mari de Candace Owens. C'est pas la première fois qu'elle a essayé de mettre Parler dans tout ça. Il y a une rumeur extrêmement intéressante. À un moment, elle a été très proche de Kanye West. Et dans certains milieux de journalistes, on considère que c'est elle qui a un petit peu incité en coulisses Kanye West à franchir la ligne rouge sur Twitter, avant Musk, avant X.
au moment où il a été viré en disant, ben voilà, ça serait le moment, cher Kanye, que tu investisses dans une autre compagnie contre Twitter. Et puis ça tombe bien, il y a la compagnie de mon mari, il peut te la vendre. Donc, bon, ça ne s'est pas passé, mais en tout cas, on voit que Parler est là. Et le véritable scandale, parce que ça ne s'arrête pas là, évidemment, c'est cette découverte par The Daily Beast que dans la réalité, accrochez-vous, le Freedom Phone était un knock-off, était un téléphone que vous pouviez acheter en Chine. On a même les photos des deux téléphones. Le Freedom Phone et à côté, la version chinoise que vous pouvez acheter prix, même pas prix de gros, prix de vente publique à une centaine de dollars à la place des 500. Donc, on va voir. Voilà, il est sur AliExpress pour 120 dollars. Et donc, évidemment, le Freedom Phone a terminé dans le scandale avec des disputes entre les différents fondateurs, dont Candace Owens, et des menaces de plainte. Mais comme le téléphone n'a jamais été livré, finalement, non, ça c'était l'autre plainte, Thomas, finalement, ça s'est arrêté là. Donc, vous allez me dire, OK, elle a tenté de vendre des cryptos. Ça a terminé en arnaque. Elle a tenté de vendre des téléphones. Ça a terminé en arnaque. Évidemment, tout ça, ça va peser dans le dossier. Et évidemment, je vous dis tout ça encore une fois. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, si vous allez sur les comptes complotistes français, on vous cite Candace Owens comme étant la référence absolue en termes de journalisme. Il lui restait un dernier business. Thomas, si tu peux nous montrer la photo, vous allez voir le dernier business qui a intéressé. Eh oui, la voilà, Candace Owens avec une carte gold. Non, c'est pas la Trump Gold, mais c'est pas loin. Regardez cette pub. We didn't start the movement. You did. 100 million of you. Tired of the corporate elite telling you how to think? Woke companies denigrating this great country? Tired of big government, fake news, and everything that challenges your freedom? We don't think it's too much to ask to enjoy the benefits of big tech while being free to celebrate your love of God and country. That's why at Glorify, we're building the marketplace for the movement, so that you can put your money where your values are. Preserving America for our kids, for our grandkids. One nation under God. Glorify is pro-family, pro-freedom, pro-capitalism, and unapologetically pro-America. Backing those that stand on the thin blue line, celebrating the First Amendment, the Second Amendment, all the amendments. And it's not a flying car. Glorify offers banking products, and it'll soon offer insurance, mortgages, and more. Sharing your values while protecting your data. All within a financial lifestyle app that delivers personalized, timely news, weather, and financial insights. Because financial independence is key to freedom. And we're just getting started. Welcome to Glorify, the marketplace for the movement. Voilà, je suis sûr que vous n'attendiez pas à ça, cher maître, mais notre amie Candace Owens a été la porte-parole et la co-créatrice de la première banque anti-woke. Vous en pensez quoi ? Eh bien, je porte ça à son crédit, mais comment ça s'est terminé tout ça ? Comment ça s'est terminé? La question est bonne. Ça s'est terminé par une série d'articles, d'abord dans le Wall Street Journal, et puis cet article dans la presse, parce qu'elle était au Texas. On nous apprend que en 4 mois, la banque a fait faillite. La banque de Candace Owens a fait faillite. Quand je vous dis faillite, je suis extrêmement généreux. Donc voici l'article qui annonce ça, une enquête exclusive encore une fois du Wall Street Journal. Nous sommes en 2022. Que vous compreniez l'état de la faillite n'a pas dû être pour tout le monde, parce que la banque qui n'a jamais ouvert a recyclé 50 millions de dollars quand même. En 4 mois, il y a 50 millions de dollars qui avaient été investis par
Peter Thiel, hein, comme quoi le monde est tout petit. Hein, il n'était pas le seul, mais il était un des investisseurs qui avait investi 50 millions de dollars dans la banque Antiwalk. Banque Antiwalk qui a fait faillite. Et lorsqu'on retourne dans l'article du Wall Street Journal et qu'on regarde les coulisses de ce qui s'est passé, on n'est pas vraiment surpris parce qu'en fait, ils ont raté leurs différentes dates de lancement. Donc, ils ont fait la pub, mais ils n'ont jamais été disponibles pour le grand public. Ils n'ont jamais délivré le produit, y compris aux organismes qui devaient leur aider à gérer tous les produits qu'ils proposaient d'offrir, comme les assurances santé, mais aussi une app qui permette d'avoir les news, mais que les bonnes news, et la météo, mais que la bonne météo, je vous rassure. Tout ça, ils n'ont jamais payé aucune des compagnies qui devaient leur fabriquer tout ça. Donc, ça s'est terminé d'autant plus mal que le fondateur, celui qui a engagé Candace Owens, il était extrêmement soupolé. Et en fait, c'était même pas soupolé parce que c'était pas que du lait qu'il buvait. Il était tous les jours au bureau. Donc voilà, c'est là... De quoi ? Ouais, le bureau, comme nous dit Thomas, qui était sa maison. Donc 50 millions de dollars pour avoir un bureau à la maison et ne jamais sortir le produit. Donc voilà, c'était encore une aventure de Candace Owens. On comprend pourquoi maintenant elle vend de la crème anti-rides. Je crois qu'il ne reste plus que ça. En tout cas, en tant qu'avocat de Candace Owens, cher maître, est-ce que vous avez des idées de produits qu'elle pourrait vendre dans le futur ? Non, mais je retiens qu'elle avait dit que l'argent n'était pas son maître. Elle ne devait pas se douter que la réciproque serait également vraie. Exactement. Non, c'est pour ça que cet extrait m'a fait sourire. Mais en tout cas, voilà, on aurait pu faire une émission complète sur le parcours de Candace Owens, mais je voulais vous montrer que, alors que j'insiste là-dessus, encore une fois, en vous, les défenseurs de cette idée que Brigitte Macron est un homme et qui accepte cette fameuse gymnastique qu'on vous a dénoncée plus tôt, souvent se cache derrière le fait en disant mais regardez, c'est plus nous sur Facebook, c'est plus nous sur Rumble, c'est plus nous sur des sites à petite audience, c'est une des plus grandes journalistes américaines qui a l'oreille de Donald Trump qui vous annonce ça. Donc forcément, vous devez la croire, vous deviez la croire aussi sur les vertus du FJB coin, sur la banque Antiwalk, sur le téléphone pour la liberté. Donc voilà, soyez vigilants. On se retrouve dans quelques secondes pour se dire au revoir. À tout de suite.